En 1829, un livre sort sans nom d'auteur. Ce n'est pas une grande histoire d'aventure, non, c'est un compte à rebours. Le compte à rebours d'un homme qui attend la mort. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble Le dernier jour d'un condamné, cette œuvre incroyable de Victor Hugo qui a littéralement transformé les mots en une arme contre la peine capitale. Et dès les toutes premières lignes, bam, le ton est là. Ce n'est pas juste une histoire qu'on nous raconte, c'est une obsession. Une seule et unique idée qui va emprisonner l'esprit du narrateur bien plus fort, bien plus solidement que les 4 murs de sa prison. On est tout de suite, hop, plongé dans sa tête, dans ses pensées. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne sait rien de lui, pas de nom, on ne sait même pas ce qu'il a fait. On sait juste une chose, il va mourir. Et c'est justement ça, cette universalité, qui est la première grande force de ce livre. Alors, c'est parti pour la première partie. On va passer 5 semaines enfermés avec lui dans son cachot. Le but de Hugo ici, ce n'est pas qu'on comprenne intellectuellement, non. C'est qu'on ressente, qu'on vive de l'intérieur cette torture psychologique de l'attente. D'abord, bien sûr, il y a la prison physique. C'est évident. Le cachot de Bicêtre, les murs froids, la paille sale. Hugo ne nous épargne aucun détail. L'enfermement est brutal, il est concret. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'il y a une deuxième prison. Une prison mentale. Son corps est peut-être derrière les barreaux, mais son esprit, lui, est encore plus prisonnier. Prisonnier d'une seule idée, une idée qui tourne en boucle, la mort. Et c'est ça, le vrai sujet du livre. Il n'y a absolument aucune issue. Le jour, la nuit, c'est pareil. Cette pensée, elle le traque même dans ses rêves, où elle prend la forme d'un couteau. L'obsession est complète, l'angoisse ne s'arrête jamais. Et c'est là qu'on doit se poser une question. Mais au fait, qui est cet homme qui nous parle? Et surtout, pourquoi est-ce que Victor Hugo a décidé de le laisser anonyme? La réponse, eh bien, elle nous révèle tout le projet de l'auteur. Ok, maintenant on va passer un peu en coulisses. On va s'intéresser à l'homme derrière le livre, Victor Hugo lui-même, et au combat de sa vie. D'un côté, on a Victor Hugo, un monstre sacré de la littérature française, et de l'autre, la guillotine. Sa véritable obsession. Il ne supportait pas cette chose monstrueuse qui opérait en plein jour au cœur de Paris. Alors, il a décidé de se battre, et son arme, ça allait être les mots. S'il y a un mot à retenir pour comprendre ce livre, c'est celui-ci, plaidoyer. Parce que Le dernier jour d'un condamné, ce n'est pas un roman pour passer le temps. Non, c'est une argumentation, une véritable plaidoirie, un cri du cœur contre la peine de mort. D'ailleurs, Hugo ne s'en cache pas. Il le dit noir sur blanc dans sa préface de 1832. Son but, ce n'est pas de défendre un coupable, mais bien, je cite, tous les accusés présents et à venir. C'est pour ça que son personnage est anonyme, pour qu'il devienne le symbole de tous les condamnés. Et cette idée, elle ne lui est pas venue en lisant d'autres livres, non, non. Elle lui est venue de la rue, de la place de Grève. C'est en voyant le spectacle horrible, sanglant des exécutions publiques qu'il a, comme il dit, ramassé cette idée fatale. Ce livre, c'est sa réponse, une réponse viscérale à l'horreur dont il a été témoin. Mais Hugo ne joue pas que sur l'émotion. Ce serait mal le connaître. Dans sa préface, il est aussi incroyablement logique. Il va attaquer point par point tous les arguments de ceux qui défendent la peine capitale. En fait, il fait le procès de la peine de mort elle-même. Alors, regardons ça de plus près. Argument numéro 1. Il faut retrancher un membre nuisible. Hugo répond « La prison à vie suffit, pas besoin d'un bourreau ». Argument numéro 2. La société doit se venger. Hugo rétorque que la vengeance, c'est pour les individus, pas pour la société. Elle doit chercher à corriger, à améliorer. Et enfin, l'argument massu de l'époque, l'exemple. Là, Hugo est génial. Il dit que le spectacle des exécutions, loin de dissuader les gens, les rend plus brutaux, les démoralise. C'est tout le contraire de l'effet recherché. Et pour bien montrer que ce n'est pas que de la théorie, il donne des exemples concrets. Des faits divers sordides. Comme cette exécution ratée à Pamiers. C'est atroce. Il veut nous montrer que le mythe de la guillotine, la mort propre, rapide, c'est des balivernes. La réalité, c'est souvent une boucherie. Et là, on touche à la critique sociale. Très forte ce Hugo. Il pointe du doigt l'hypocrisie totale des politiques de son temps. En 1830, figurez-vous que la Chambre des députés a débattu de l'abolition, mais pourquoi? Pour sauver 4 ministres de la haute société. Hugo est furieux. Il dit que la vraie justice, la vraie abolition, elle doit défendre le plus pauvre, le plus misérable des criminels, pas juste les puissants. La justice doit être la même pour tout le monde. Mais au fond, au-delà de la politique, au-delà de la justice, le combat d'Hugo, c'est un combat humaniste. Une réflexion vraiment profonde sur ce que c'est une vie humaine. Parce que sa question, elle va bien plus loin que de dire c'est barbare. Il nous demande qu'est-ce que la société détruit, vraiment,
quand elle exécute quelqu'un? La réponse, c'est un esprit. Et là, on est au cœur de son argument. Pour la société, une exécution, c'est juste la fin de quelque chose. Mais Hugo nous force à regarder de plus près. Il nous dit qu'on détruit tout un monde antérieur, une conscience, des souvenirs, des pensées, une âme. La guillotine, elle ne tranche pas qu'une tête, elle anéantit une intelligence. Et ce n'est pas tout. Hugo insiste sur un point crucial. La punition ne s'arrête pas au coupable. Jamais. En tuant un homme, on frappe aussi tous ceux qui l'entourent, sa mère, sa femme, et surtout ses enfants. On crée de nouvelles victimes, des victimes innocentes cette fois, qui n'ont rien demandé. Comme il le dit si bien, la peine de mort décapite toute sa famille. Hugo, en grand visionnaire, place aussi son combat dans le temps long de l'histoire. Pour lui, la peine de mort, c'est une vieille relique barbare, un truc du passé qui est en train de disparaître. On a abandonné la torture, la roue, la potence, tout ça c'est fini. Alors la guillotine, pour lui, ce n'est qu'une étape de plus, la dernière avant la fin. C'est le signe que cette pratique est en pleine décrépitude, comme il dit, dans une société qui se veut civilisée. Bon, en France, la guillotine a finalement été abolie en 1991. C'est fait. Mais la question de fond que posait Victor Hugo il y a presque 200 ans, eh bien, elle est toujours là et elle est brûlante d'actualité. Comment une société juste doit-elle traiter ceux qui ont commis des fautes? Au lieu de détruire, comment est-ce qu'on peut corriger? Au lieu de se venger, comment peut-on améliorer? C'est peut-être ça, finalement, l'héritage le plus important de ce condamné sans nom.